suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Les plus fidèles d'entre vous l'auront remarqué, l'émission du mois de janvier était une rediffusion. Disons simplement qu'il a été difficile de réunir l'équipe un 1er janvier, tout embrumé que nous étions dans cette octave temporelle que représente un début d'année. Vous savez, ce mélange étrange de festin, de nostalgie, de frénésie commerciale aussi, qui accompagne décembre, suivi de la promesse incroyable de janvier, cette toute première aube qui se lève sur une nouvelle année de notre vie, qui semble dire « Viens, je t'attends, trace ta route ». Mais quelle est-elle, cette route ? C'est quoi au juste vivre ? On naît malgré soi, on grandit malgré soi, on court, on rit, et puis soudain, on souffre, on s'interroge, on n'est plus sûr d'avoir envie, on nous pousse dans le dos, école, études, boulot, tout avance, nous avec, bon gré, malgré soi. On se trace une espèce de chemin bizarre, cassé, cabossé, en zigzag. On se raconte des histoires, les autres se racontent des histoires, tout ce petit monde gigote dans ces histoires. Chacun choisit son personnage, héros, vilain, maraîchère jovial, menuisier minutieux, professeur sévère. Qui serez-vous ? Combien de temps serez-vous ? Quand sera-t-il temps d'enfiler le masque et temps de le retirer ? Belle vie, moche vie, tout ça n'existe pas. Le chemin sera cassé, cabossé, en zigzag, mais ce sera le vôtre et c'est très bien comme ça. Le mien m'a mené dans ce studio aujourd'hui, derrière ce micro, entouré de gens que j'aime et j'en suis ravi. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. D'abord Roma à la chronique polar. Bonjour Roma. Bonjour. On va prendre le train avec toi tout à l'heure. Tout à fait. Pour ta chronique polar sur, du coup... Sur un livre qui s'appelle La fille du train de Paula Hawkins. Ah bah super, on a hâte d'écouter ça. Et Brian, notre chroniqueur au Globetrotter. Salut Brian. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier. Bah oui, il était très bien. Tu nous parleras du Guatemala. Exactement, et plus spécifiquement d'une cérémonie, la cérémonie du cacao. Eh ben super. Et quant à la réalisation, c'est Hortense qui s'en occupe aujourd'hui pour la première fois dans l'émission. Salut Hortense. Bonjour. Merci d'être là. Et aujourd'hui dans Coup de Foudre, donc, nous recevons Saifeddine El Alami Zerouni, ceinture noire et instructeur de Kung Fu. Salut Saif. Salut, merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir en studio. Pour te présenter en quelques mots aux auditeurs et auditrices, tu es né et as grandi à Fès, au Maroc, et tu m'as confié avoir très tôt baigné dans les histoires de héros, de personnages mythologiques, ce qui a sûrement influencé ton parcours. Tu as fait un peu de karaté à 6 ans, ensuite rejoint un club de kung-fu à 9 ans, puis pratiqué 3 ans la boxe française quand tu étais au lycée. Mais tu n'étais qu'au début du parcours, puisque c'est en 2008 que tu intègres le dojo Do à Paris et rencontres Joe, instructeur et ami, qui te formera jusqu'à la ceinture noire. Depuis, tu as ouvert ton propre club de kung-fu à Nantes en novembre de l'année dernière. Tu valides ? Exactement, ouais. Alors j'ai commencé au dojo en 2010, pas en 2008, mais à part ça, ouais, c'est exactement ça. Ah bah ok, petite erreur de date. Autant pour moi. Mais avant d'entamer les pugilats radiophoniques, je te propose une balayette supersonique, le quiz éclair. Alors les règles sont simples, comme tu as déjà écouté les émissions, tu les connais, mais je leur dis pour ceux qui découvrent l'émission. Je te pose 12 questions où tu dois choisir entre 2 réponses le plus vite possible. Si aucune réponse ne te plaît, tu es libre d'en choisir une autre tant que tu vas vite. Tu es prêt ? Toujours prêt. Super. Alors, vitesse ou lenteur ? Lenteur. Sucré ou salé ? Sucré. Pied ou poing ? Les deux. Vote ou abstention ? Ni l'un ni l'autre. Okay. Ville ou campagne ? Campagne. Attaque ou défense ? Attaque. Thé ou café ? Café. Penser ou vivre ? Vivre. Tout le monde bloque sur celle-là. Chat ou chien ? Chat. Ouais, moi aussi. Foule ou solitude ? Solitude. Organisé ou bordélique ? Bordélique. Passé ou futur ?
Les deux, Ok. présent. On prend pas mal de liberté avec le, avec le quiz aujourd'hui. Et on entame tout de suite sur l'interview. Alors, je m'excuse d'ailleurs, on a déjà fait la remarque, il n'y a pas de jingle pour l'interview. Je me suis dit, aujourd'hui, on va inaugurer un truc, on va faire un jingle à la bouche. Poupou, tcha, entretien avec Safe pour parler Kung Fu Jeet Kune Do. Alors, parmi les figures de héros qui ont influencé ton enfance, il y en a un qui porte le même prénom que toi. Saif Dou Iyazal, dont tu m'as parlé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce personnage? Saif Doliazel, c'est un personnage légendaire, mais qui a existé. Et c'était un roi du Moyen-Orient, du Yémen, je crois d'ailleurs. Et il y a énormément d'histoires qui tournent autour de lui dans les pays arabes, notamment au Maroc. Voilà, dont une qui rejoint beaucoup celle de l'autre personnage dont je parlais, qui était Tariq ibn Ziyad, qui est un peu la même histoire, à savoir qu'ils sont arrivés en territoire ennemi avec des bateaux. Et ils étaient en sous-effectif. Et arrivés sur les côtes ennemies, ils ont brûlé les bateaux. Et en fait, n'ayant plus le choix, ils ont gagné la bataille. Et j'adore cette image-là de plus avoir le choix. D'accord. Parce que c'est vraiment finalement quand on est dos au mur qu'on donne le maximum de soi-même. Et voilà, moi c'est une histoire qui m'avait énormément marqué. Que ce soit la version de Saif Doliazel ou celle de Tariq ibn Ziyad. D'accord. Oui, je comprends en quoi ça peut résonner vis-à-vis de la pratique des arts martiaux, clairement. Mm. Et toute quête, du coup, commence quelque part. Pour toi, c'est dans un dojo de karaté à 6 ans. Ouais. Où tu vas t'entraîner aux côtés d'élèves plus âgés. Ouais. Comment ça s'est passé, ce premier contact avec les arts martiaux? Pas très très bien, d'après ce que tu m'avais dit. Ben non, moi j'avais bassiné ma mère pour faire des arts martiaux, donc elle connaissait un prof de karaté et elle m'a inscrit à son dojo. Et en arrivant, je me souviens que j'étais avec ma sœur qui lui avait dit ouais, il a 6 ans et lui a compris 10 ans. Donc je me suis retrouvé avec les ados à faire des pompes et des abdos, à me faire engueuler. C'était assez terrifiant et, et il fallait pas lâcher, tu sais, du coup j'étais là. Je me souviens littéralement d'être en position d'abdos et d'avoir les larmes aux yeux, tu sais. Et voilà, du coup, au bout de 2 semaines, j'ai demandé à arrêter, mais on m'avait dit non, parce que bon, tu sais, tu t'es inscrit, tu fais l'année, etc. On était très comme ça. D'accord. Et c'est un jour, c'est ma mère qui est venue me récupérer. Et du coup, elle a vu le cours et elle était mais qu'est-ce que vous faites? Il a 6 ans. Du coup, j'ai pu arrêter voilà, au bout de 3 mois. Mais j'ai quand même, finalement, c'est un truc qui m'a rattrapé assez vite parce que je suis rapidement revenu aux arts martiaux, donc c'était vraiment mon truc, je pense. Eh ben oui, c'est parfait. Tu me donnes ma question suivante, puisque tu enchaînes avec le club de Kung Fu, donc à 9 ans, Ouais. à Fès. Tu m'as parlé d'une aura de mystère qui entourait ce sport qui te fascinait. Est-ce que c'est un peu ton premier coup de foudre? Ouais, je dirais, je pense que oui. Alors, pour moi, c'est plus un art martial qu'un sport. Quand on parle de Kung Fu, c'était surtout la partie art martial, moi, qui m'avait toujours inspiré. C'était un truc qui était très porté par les histoires. C'était un truc qui venait de Chine. Tu trouvais de clubs nulle part. C'était assez rare, finalement, dans les années 90, de trouver des clubs de Kung Fu. Mhm. Et puis voilà, donc tu avais tout un truc qui était aussi un peu fantasmé par rapport au film hongkongais, voire au film hollywoodien, tu vois, ce genre de choses. Donc tu t'imagines tout un tas de trucs. Alors ouais, effectivement, quand j'ai vu qu'il y avait un club de Kung Fu qui avait ouvert à Fès, je m'y suis précipité, quoi. D'accord. Et on arrive ensuite en 2008, je suis désolé, on va vite, mais on n'a pas beaucoup de temps. Tu es en classe préparatoire, donc, et tu suis des études d'ingénieur. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ce choix d'études? Parce que tu m'avais parlé d'un manque de conviction à l'époque, vis-à-vis de cette... Je dirais pas manque de conviction, je dirais... moi, ce qui m'avait parlé dans le choix de ces études-là, c'est que c'était le plus... j'avais décidé ça au lycée et c'est ce qui me paraissait le plus général possible. C'est-à-dire que ça te permettait de faire plein de trucs, en fait, d'être ingénieur. Il y avait un de mes profs qui disait que être ingénieur, c'est apprendre à apprendre. Et je trouvais ça vraiment très juste parce que du coup... alors, tu peux te spécialiser, mais tu peux aussi faire plein de trucs. Oui, Je crois que c'est aussi pour ça que je suis parti vers l'informatique après, c'est parce que tu fais de l'informatique, mais tu es dans plein de secteurs différents et tu vois plein de trucs différents. Du coup, c'était surtout ce truc-là qui m'a tiré. Après, la prépa, effectivement, ça manquait peut-être un peu de conviction parce que c'était un peu la voie toute tracée vers les études d'ingénieur et j'étais en mode, ok, bah, pourquoi pas, on y va, quoi. Oui, d'accord. C'était pas complètement une passion. Non, À ce non, c'était moment-là. clairement pas une passion, non. Ok. Et toujours en 2008, tu rencontres un ami qui pratique le Kung Fu Ouais. et tu intègres le dojo Do à Paris et tu rencontres Joe Saadé, donc qui va être ton professeur. J'imagine que cette rencontre, c'est un souvenir fort pour toi? La rencontre en telle, elle m'a marqué parce que je me souviens de l'accueil de Joe et de sa façon d'accueillir les gens. Et c'est vraiment un truc qui lui est propre et qui est vraiment sincère quand tu le vois. Il donne vraiment cette importance à tous les individus.
Et ce qui m'avait surtout marqué aussi, c'était le niveau des ceintures noires présentes dans le dojo quand je suis arrivé. Pourtant, j'avais quelques maigres années de pratique, mais tu te fais rapidement des illusions sur ton propre niveau. Et en fait, en Mhm. arrivant là, je me suis dit, ah ouais, ils rigolent pas en fait. Et voilà. Et du coup, c'est là où ça m'a marqué. Après, j'y suis revenu plus tard, quoi. J'avais laissé un peu la pratique de côté pendant les années de prépa et j'y suis revenu en 2010. Mais c'est un peu comme si ce truc s'était déjà niché quelque part dans ma tête. Ouais, je comprends. Il y a eu le premier coup de foudre à 9 ans et c'est jamais reparti, quoi. Ouais, effectivement. Ok. C'est jamais parti. Même dans les périodes où j'étais plus dans un club ou dans une asso, je m'entraînais tout seul. Donc c'est vraiment un truc qui est resté. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire en 2 mots, parce qu'on va se faire une petite pause musicale, d'où vient la... C'est bête que je te pose cette question maintenant, mais d'où vient la discipline? En fait, est-ce qu'elle remonte à plusieurs siècles? Est-ce que tu sais un petit peu s'il y a des traces anciennes de vieux maîtres ou... Alors, c'est une question qui est très difficile. Déjà, Kung Fu, il faut savoir que c'est un terme qu'on utilise en Occident et qu'en Chine, on n'utilise pas du tout Kung Fu pour parler d'arts martiaux chinois. D'accord. Le Kung Fu, en fait, c'est un terme générique qui veut dire à la fois le temps, la pratique et la maîtrise. C'est un peu l'intelligence de l'action. C'est à force de faire les choses qu'on acquiert sa maîtrise. Donc, un cuistot qui cuisine depuis des années, il aura le Kung Fu dans sa cuisine. Hmm. Donc, si vous allez en Chine et vous dites aux gens, je fais du Kung Fu, moi, ça m'est arrivé, ils te regardent un peu avec des grands yeux. Hein. Et du coup, le terme, c'est plutôt Wushu, qui veut dire littéralement art de la guerre, ou voie de la guerre. D'accord. D'où c'est apparu, alors il y a beaucoup de versions, c'est très difficile à trouver. La version qui est la plus répandue, c'est que c'est apparu au moine dans le temple Shaolin, le temple de la petite forêt. Et ce serait un moine qui serait venu d'Inde et qui aurait trouvé les moines de ce temple en très mauvais état physique. Et qui leur aurait enseigné 18 exercices de pratique physique pour se défendre contre les bêtes sauvages, contre les bandits, etc. Et de ces 18 formes-là, je crois que dans la légende, ça s'appelle les 18 mains de Bouddha, sont nées finalement toutes les formes martiales qu'on connaît aujourd'hui en Asie, quoi. D'accord. Voilà, Donc ça c'est c'est vraiment l'histoire la source. plus répandue, on va dire. D'accord. C'est l'origine des arts L'origine martiaux, en fait. du wushu chinois, on va dire. Ok, c'est hyper intéressant. On va se faire une petite pause musicale. Il est 13h21, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre et aujourd'hui on reçoit Safe, instructeur de Kung Fu. On en était à parler un petit peu des origines du Kung Fu. Et moi, il y avait une question aussi que j'avais envie de te poser, c'était que ton style de Kung Fu, ou ton école, je sais pas comment on dit, mais c'est le Jeet Kune Do, donc qui a été initié par Bruce Lee, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est une figure inspiratrice pour toi au quotidien, Bruce Lee? Au quotidien, Tu penses je peut-être dirais pas tous les jours pas non tous plus, les mais jours, oui, tu oui. vois, mais effectivement, c'est quelqu'un que je trouve quand même très inspirant, qui, au-delà d'être juste un pratiquant martial, euh, c'est quelqu'un, quand tu l'écoutes, qui a vraiment acquis une certaine expérience, un certain savoir, même spirituel, je trouve. Quand tu vas au-delà du personnage qui est juste l'acteur, etc., et les formes et les films, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié la philosophie, etc. Et quand tu lis un peu ses écrits, tu retrouves des choses qui sont très pertinentes. Mhm. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment ma figure emblématique? Non, je n'irai pas jusque-là. C'est quelqu'un qui m'inspire parmi d'autres, mais c'est pas forcément ma figure emblématique. D'accord. Et on va parler un petit peu aussi de ton passage de la ceinture noire, puisque je pense que dans tous les arts martiaux, c'est quand même un moment très fort. Toi, c'est en 2017. Est-ce que tu veux nous partager un peu ce souvenir-là? Ouais, avec plaisir. C'est toujours un bon souvenir en plus. En fait, le passage de ceinture dans notre école, il se passe, c'est-à-dire que tu arrives jusqu'au grade de pré-noir, et à partir de la pré-noire, ben, on te dit, bon, ok, maintenant tu vas te préparer à la ceinture noire. Donc tu trouves un des autres ceintures noires qui devient ton parrain, qui va t'aider, te donner des cours en plus, t'entraîner, etc. Et voilà, du coup, au bout de un temps qui peut varier, 1 an, 2 ans, 3 peut-être des fois, tu passes ta ceinture noire. Et effectivement, c'est une épreuve, c'est un vrai rite finalement. C'est un vrai rite et c'est une vraie épreuve parce que ça commence toujours par une partie physique qui est très très conséquente, où on cherche à chaque fois à voir jusqu'où tu vas aller et quelle est ta mentalité dans cette difficulté-là. Donc autant te dire qu'on était sur les rotules. Et voilà, après tu as une partie technique, tu as une partie armes, où tu dois présenter 1 ou 2 armes, et une partie combat. Donc un combat 1 contre 1, 1 contre 2, 2 contre 3, enfin plein de versions différentes. Et voilà, je me souviens que nous on était 3, je suis passé avec 2 amis à moi. Et ça avait été particulièrement difficile, ouais. Ça avait été D'accord. particulièrement difficile, mais ça reste un super souvenir. Et c'est intéressant que tu parles des armes d'ailleurs, parce que moi qui ai pratiqué un peu le karaté, on nous apprend vraiment à nous battre avec notre corps. Dans le kung-fu, ça fait partie vraiment de la discipline d'utiliser. Toi, tu me disais ton arme de prédilection, donc le sabre.
y a d'autres armes aussi, les nunchaku aussi, je crois. Alors, dans le wushu traditionnel, t'en as plein des armes, t'en as énormément, je ne saurais pas toutes les lister. Nous, dans notre école, finalement, on a, entre guillemets, réduit le choix à 3 armes qui sont le bâton long, le bâton mi-court, le sabre et le couteau, qui reviennent finalement à ce que tu trouves dans un milieu un peu urbain. Donc, un bâton long ou sabre, c'est un peu batte de baseball ou des bâtons un peu longs. Mi-court, ça revient à une matraque, et couteau, ben, voilà, c'est un peu les 3 armes que tu trouves le plus. On a aussi des pratiquants qui sont très calés sur le nunchaku. D'accord. Voilà, mais sinon on a un peu concentré la pratique sur ces 3 armes-là, on va dire. D'accord, qui sont, comme tu dis, les armes les plus proches de la rue, parce que ça reste vraiment l'essence de ce style-là. C'est apprendre à se défendre si dans la rue, n'importe qui t'attaque de façon même complètement sauvage, imprévisible. Au moins apprendre à te préserver, si c'est pas apprendre à te battre ou apprendre à arrêter quelqu'un, au moins avoir cette lucidité-là sur les réalités possibles d'une agression, et au moins l'envisager et pouvoir te protéger, voire pouvoir t'enfuir. D'ailleurs, pouvoir s'enfuir, ça reste toujours la meilleure solution selon moi. Oui, c'est ce que tu m'expliquais l'autre jour, oui. Et d'ailleurs, ça me permet d'enchaîner sur une question qui était, je trouve qu'on est dans une société où on est quand même très formaté à être très policé, très bien élevé, à réprimer tout instinct justement combatif, puisque pour pouvoir vivre ensemble, il faut essayer de supprimer ces instincts-là. Est-ce que les arts martiaux, c'est aussi chercher à retrouver cette part guerrière justement en nous-mêmes, qui existe, parce qu'on a tous cette part instinctivement. Alors je dirais que c'est pas tant chercher à la retrouver, parce qu'en fait elle est là et tu peux la contraindre ou la policer autant que tu veux. La violence, elle est inhérente à l'être humain, donc elle est tout le temps présente, même si t'as pas le droit d'user de violence physique. Elle prend 1000 et une formes, la violence. Tu regardes la violence que tu peux trouver dans des milieux comme, je sais pas moi, le monde du travail aujourd'hui, t'as des trucs qui sont aberrants, sans utiliser de coups de poing et de coups de pied, t'as des trucs qui sont terrifiants. Et les arts martiaux, c'est pas tant de renouer avec cette violence-là, c'est plutôt de l'apprivoiser. Ou savoir qu'elle est là, savoir que ça fait partie de nous, et qu'il faut vivre avec et qu'il faut la contrôler. Donc si on contrôle pas sa violence, la violence, soit on la contrôle, soit on la subit. Donc on subit notre propre violence, pour certains, ou on subit la violence des autres. Mais en tout cas, elle est dans l'équation. Mais c'est pas en la refoulant ou en la niant que tu progresses finalement. Non, bien sûr que non. Enfin, pour moi, non. non, mais je suis complètement d'accord avec ça. C'est bien pour ça aussi que j'ai commencé les cours avec toi. Et tu m'as parlé d'un déclic quand tu choisis de passer d'élève à professeur, donc de partager en fait ton savoir. Moi, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On avait eu à la première émission Thibaut qui était prof d'échecs. C'est cette transmission, c'est l'apprentissage de je sais quelque chose, comment je le transmets à quelqu'un, comment je fais preuve de pédagogie, parce que pédagogie aussi c'est pareil, ça s'apprend. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ce moment-là? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une évidence, je veux être prof, ou est-ce que c'est venu graduellement, tu t'es dit pourquoi pas, peut-être que je pourrais C'était pas tellement je veux être prof, le déclic. Le déclic, ça a été c'est ça que je veux faire. C'est là-dedans que je veux m'engager, c'est ça que je veux travailler matin et soir. Et en fait, c'est naturel. Je me réveille le matin, je pense à ça. Je peux me lever des matins tôt pour m'entraîner, ça me pose pas de problème, alors que me lever tôt pour faire autre chose, c'est pénible, quoi. Ouais, je comprends. Donc c'est vraiment un choix de vie, et je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, mais ça, je pourrais le faire. Je me souviens, je tenais les PAO sur un exercice tout bête, et je me suis dit, mais je pourrais tenir les PAO comme ça toute ma vie. Et je me suis dit, bon, bah ok, on va faire ça alors. Et l'instruction, ça fait partie de la pratique et ça fait partie de la voie. Je pense que ça te permet de continuer à t'entraîner. Ça te permet de aussi voir un autre aspect, ça te permet de transmettre, et en fait, tu te rends compte que même en transmettant, finalement, t'apprends énormément. Bah oui, bien sûr, en revoyant les techniques. En revoyant les techniques, en essayant de les rendre accessibles, en essayant de les rendre accessibles à des gens qui débutent, par exemple. Voilà, t'apprends beaucoup de choses, et en fait, ça fait partie. Pour moi, c'est au bout d'un moment, tu auras forcément un peu cet aspect-là de transmettre. Sachant déjà que nous, quand on passe instructeur, on passe en charge des cours. Donc on s'entraîne entre nous à côté, mais t'as une partie pédagogie et une partie cours. Mais c'est aussi la force qu'on a au dojo, c'est que on est plusieurs, on est plein de ceintures noires, on a tous été formés par Joe. Et du coup, ça permet de partager. Voilà. Quand il y en a certains qui donnent le cours, d'autres qui s'entraînent, etc., t'apprends des plus anciens. Donc voilà, c'était surtout dans cette logique-là. Après, moi, en m'installant à Nantes, j'étais un peu éloigné du dojo. Et effectivement, là, je me suis dit, je vais commencer à donner des cours, parce que déjà, ça me donnera un cadre, ça me permettra de transmettre, ça me permettra de m'y remettre. Justement, ton club, il est ouvert maintenant depuis fin de l'année dernière, donc on disait novembre. Novembre, ouais. Situé donc à Chantenay, vers le quartier Jean Massé, voilà, pour ceux qui connaissent. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un qui hésite à commencer le kung-fu pour lui donner envie?
quelqu'un qui hésite pour... Qui se dit déjà, pourquoi pas le viens kung-fu. essayer. Ouais. Déjà, viens essayer, ça coûte rien. En essayant, tu vois si ça te plaît ou pas. Après, je dirais parce que déjà, tu te reconnectes à ton corps, tu te reconnectes à ce sentiment de confrontation. Alors forcément, on est dans une salle, on est entre nous, etc. Mais on essaie de s'en rapprocher le plus possible. Et c'est quelque chose qui te fait sentir extrêmement vivant, en fait, d'être face à quelqu'un, de gérer un peu ce stress-là, etc. C'est vraiment des sensations qui sont très fortes, moi, je trouve. Et d'une part. Et puis pour la bonne santé physique, de manière générale, c'est quelque chose qui fait du bien de sentir que tu t'améliores, de sentir que tu progresses, que tu te renforces. Et au-delà de ça même, plus tu t'entraînes et moins tu te rends compte, quand je parlais de violence, la nôtre et celle des autres, plus tu t'entraînes et moins tu te rends compte que tu es angoissé par la violence de manière générale. Donc ça démystifie aussi un peu la violence de prendre des coups de poing entre nous au dojo. Ben, tu sais que, ah ok, un coup de poing c'est ça en fait, bon bah ça va en fait, c'est pas si grave. Oui, bien sûr. Au lieu d'en faire une espèce de monstre. Au lieu de commencer, c'est ça exactement, Ok. à fantasmer un peu sur la violence et ça, il va m'arriver ci, il va m'arriver ça, bah en fait non, il t'arrive rien de plus que de te prendre un pas en fait. Oui, je comprends. Tu m'as aussi dit, le héros, c'est celui qui reste lui-même, intègre, l'anticonformiste par excellence. Le conformisme, c'est l'ennemi à combattre aussi pour toi? Difficile comme question. L'ennemi à combattre, je n'irai pas jusque-là, mais disons que le conformisme, le problème du conformisme, c'est que si tu cherches absolument à te conformer pour te conformer, ben en fait, tu finis par devenir complètement rigide. Et tu finis par rentrer dans un moule, et la vie, c'est pas ça, et les êtres humains, c'est pas ça. Les êtres humains, ils sont changeants, ils bougent tout le temps, on a mille et un visages. Tu peux pas te dire, moi je suis comme ça doit être comme ça, tu vas te transformer en pierre, en fait, c'est pas possible. Oui, Alors que la vie, c'est un art du mouvement, exactement. ta discipline, donc oui, bien sûr. Donc, Et si je prends un exemple, ce que Bruce Lee donnait souvent, c'était que si tu te figes dans une posture ou dans un style et tu te dis, moi dans mon style on fait comme ça, il faut que je fasse comme ci, il faut que je fasse comme ça, tu vas arriver, je sais pas moi, sans même parler d'agression, sur une compétition ou sur un combat, tu vas avoir quelqu'un en face qui bouge complètement librement, et toi tu es bloqué dans ta tête avec non, je dois être comme ci, je dois être comme ça, etc. Donc tu vas vite voir que ça a ses limites, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que finalement tu apprends des techniques à tes élèves, mais tu pars quand même toujours du principe que ces techniques, elles sont faites pour être transgressées, entre guillemets, puisque le but, c'est d'être libre dans tes mouvements. Donc si tu te figes dans des techniques, tu ne l'es pas vraiment. Alors c'est marrant, c'est là tout le paradoxe en fait, et tu le vois au fur et à mesure de la pratique, c'est que tu as des thèmes qui semblent complètement contradictoires au début, mais en fait ils sont complémentaires. Et la pratique, apprendre ces techniques-là, oui effectivement, il faut commencer quelque part, il faut commencer par une forme, il faut commencer par les apprendre. Mais le fait de s'en détacher, ça vient ultérieurement parce que tu retires de chacune de ces techniques-là le concept. Donc en fait, des clés de coude par exemple, on en a, allez, je vais dire 5 clés de coude différentes, mais en fait le principe de la clé de coude c'est toujours pareil, c'est un levier, une clé, et à force de le faire, c'est quelque chose qui va ressortir. Tu me parlais des échecs l'autre fois, il y avait un des ceintures noires du dojo qui m'avait dit un truc qui était très parlant, je trouve. Le travail des techniques, c'est exactement comme travailler aux échecs. Aux échecs, tu travailles certaines stratégies ou certains coups. Je prends le coup du berger, voilà, le plus connu. Tu dis, ok, le coup du berger, c'est ça. Et en fait, tu te dis pas quand tu vas commencer à jouer aux échecs, ah bah je vais faire ce truc-là. Tu joues aux échecs et à un moment, tu vois la combinaison qui s'y prête bien et tu dis, ah bah là, je peux faire ça. Oui. Et ça vient naturellement. Le travail technique, c'est exactement ça. Tu vas travailler la technique. À un moment donné, tu vas te retrouver dans une situation où bah, tu as un bras qui traîne, tu es dans la bonne posture pour faire ça. Et la technique ressortira à ce moment-là. Donc c'est en réalité une école qui est sans cesse en train de se construire et d'évoluer. Parce qu'on a vu un reportage sur Bruce Lee avec Romain hier soir, justement, et il disait qu'il réveillait un de ses potes en milieu de la nuit en lui disant « Hey, j'ai pensé à un nouveau contre pour un nouveau type d'attaque. » C'est-à-dire, le type, s'il m'attaque comme ça, il faut que je crée un nouveau contre. Est-ce que finalement le kung-fu, sans cesse, ça évolue? Il y a des nouveaux coups, nouvelles techniques qui apparaissent? Je pense qu'il n'y a pas des nouveaux coups et des nouvelles techniques, mais tu as des nouvelles façons de t'exprimer. Donc, si je prends un autre exemple que j'aime beaucoup, je trouve qu'il y a énormément de liens entre les deux. Si tu prends la musique et les arts martiaux, bah, tu as 7 notes de musique en fait. Oui. Tu n'en auras pas 8, 9, 10, tu as 7 notes de musique, mais en fonction de les gens qui vont venir jouer de la musique, tu vas avoir
une infinité de nuances différentes, en Oui, fait, bien avec sûr. cette note-là de musique. Donc Donc c'est en pareil fait, que la littérature. Hein. exactement. T'as Mais c'est un pareil dans nombre de tout, mots je pense, définis, ouais. mais oui, bien sûr. Et du coup, donc, ta base, en fait, on n'est pas là pour inventer des choses ou partir dans des trucs un peu fantasques, parce que c'est aussi un risque, hein, de commencer à fantasmer des trucs et se dire, ah, ben, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. On est là pour prendre une base qui est solide, qui est connue, qui est finalement millénaire, parce qu'elle est au-delà de Bruce Lee, elle est vraiment martiale, et tu la retrouves d'ailleurs dans tous les arts martiaux, c'est ce qu'on disait, tu la retrouves au karaté, tu la retrouves au taekwondo, etc. Et de cette base-là, c'est le pratiquant, lui, qui la fructifie et qui s'exprime à sa manière avec ces éléments-là. D'accord, je comprends. Donc chacun a un petit peu sa technique perso quand même. Ouais, exactement, ça finit forcément L'expression. par sortir parce que tu te sens plus à l'aise avec telle forme de technique, tu te sens plus à l'aise avec cette garde-là, tu te sens plus à l'aise avec. Tu vois, donc naturellement, les styles se font d'eux-mêmes, on va dire. Ouais, c'est intéressant. Et pour finir, dernière question, on va parler un petit peu de l'avenir. Est-ce que tu peux nous donner déjà les horaires du club, les cours, comme ça les gens seront au courant. Et puis s'il y a des projets sportifs, des choses prévues à l'avenir, des stages, des choses comme ça. Alors, les cours sont, comme tu as dit, à l'ACAD, à Chantenay. C'est les lundis et les jeudis. Lundi, c'est 19h30, 21h. Jeudi, c'est 20h, 21h30. Il y a toujours une partie d'échauffement. Enfin, moi, j'appelle ça échauffement, mais c'est aussi de la préparation physique, parce que c'est important. Donc, ça fait déjà rien que pour ça, ça fait du bien de se dépasser un peu. Pour ce qui est du reste de l'année, donc là, il y a une période, on est fermé pendant la période des vacances, donc là, il y a une période de 2 semaines où il n'y aura pas cours, mais ça reprendra dès la fin de février. Et il y aura des stages, donc on va essayer d'en organiser un par mois, à chaque fois sur des thèmes différents. On en a pu en organiser un dimanche dernier qui était sur les bases de la pratique. On a revu un peu tout ce qu'on a fait depuis le début. Et il y aura, j'espère, courant de l'année, un stage où j'aimerais que mon maître vienne du coup de Paris avec d'autres ceintures noires, etc. Que vous puissiez les rencontrer, que vous puissiez voir un peu d'où je viens. C'est un peu ma deuxième famille. Ok, super. Et qu'on ait du coup encore plus mal aux abdos Ouais, alors à la là, fin oui, du cours. quoi. je peux pas vous garantir Super, que vous bah, en on a sortirez hâte. sans boiter. Ça marche. Mais merci beaucoup, Saïf, d'être venu nous voir et nous parler de cette passion. que tu Merci as. à vous de m'avoir invité, c'était vraiment super sympa. Merci. Avec grand plaisir. Il est 13h40 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Roma. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Coup de Foudre pour une nouvelle chronique polar. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères et aujourd'hui je vais vous parler d'un roman policier que l'on m'a recommandé et offert pour Noël. Il s'agit de La fille du train de Paula Hawkins. Anecdote rigolote, j'ai lu ce livre dans différents trains entre la France et l'Allemagne, ce qui a contribué à m'immerger dans l'histoire. C'est celle de Rachel, femme quarantenaire, désespérée car récemment divorcée de Tom et alcoolique depuis l'annonce de sa stérilité. Sa vie se résume à ses trajets quotidiens entre Ashbury, son lieu de vie, et Londres, là où elle travaille. Lors d'un arrêt systématique du train sur la voie, elle observe plus en détail une maison et son jardin où réside un jeune couple. Elle aime imaginer leur vie et leur invente une histoire d'amour idyllique. Un jour, elle découvre avec stupeur dans le journal qu'une femme a disparu, Megan Hipwell, et ce n'est autre que la jeune femme qu'elle observait depuis le train. Bouleversée par sa disparition et attachée à ce couple qu'elle ne connaît pourtant pas, Rachel décide de révéler des informations à la police tout en menant sa propre enquête. Elle se rapproche donc de Scott Hipwell, le mari de Megan, pour en savoir davantage. Il s'avère qu'il habite à quelques pas de son ex-mari Tom et de sa nouvelle compagne Anna, ce qui va amener beaucoup de complications. Le récit est composé de 3 narratrices, Rachel, Megan et Anna. J'ai trouvé cette construction très intéressante car elle permet la compréhension de différents points de vue et nous donne l'impression de vivre l'histoire à 360 degrés. Cela contribue également à apporter beaucoup de suspense car à la fin d'un chapitre où la tension est à son comble, on doit parfois attendre 1 à 2 chapitres supplémentaires pour en connaître la résolution. Ce qui est à la fois amusant et pathétique, c'est l'alcoolisme sévère de Rachel. Ses nombreuses cuites font qu'elle oublie certains événements, ce qui l'amène à se soupçonner elle-même et à devoir prouver son innocence. Aussi, l'abus d'alcool joue totalement en sa défaveur en termes de crédibilité et la ralentit dans son investigation, ce qui est parfois agaçant.
Au-delà de ça, il est très intéressant de voir l'évolution des différents personnages qui finissent lentement par se dévoiler dans leur véritable nature. Le joli fantasme de la vie parfaite finit par s'effilocher pour révéler un tableau bien plus sombre. Megan Hipwell a-t-elle fui son mari Scott ? A-t-elle été kidnappée ? Ou bien lui est-il arrivé une chose bien plus grave ? Je vous invite à lire La fille du train de Paula Hawkins pour connaître la suite de l'histoire. C'était la chronique polar de Roma dans Coup de foudre. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans un mois pour une prochaine édition. Merci Romain. Il est 13h47, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de foudre et c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers encore de l'émission, c'est pas bien d'ailleurs. En fait, le truc de fou, c'est vraiment la rubrique un petit peu chorale. Dans l'émission, on discute tous ensemble de moments qui nous sont arrivés récemment ou de coups de cœur qu'on a eu pour des livres, des films, des restos, des voyages, ce qu'on veut. Roma, tu voulais nous parler d'une série sur Netflix qui a particulièrement touché ton cœur récemment. Alors tout à fait, il ne s'agit donc pas de You dont j'ai parlé tout à l'heure vis-à-vis de la musique que j'ai fait passer. Il s'agit de Love on the Spectrum, qui est une série du coup qui parle de personnes qui sont donc dans le spectre de l'autisme et qui cherchent l'amour. Et je la conseille à tout un chacun qui voudrait... Voilà, juste par curiosité, regarder cette série, j'ai trouvé que c'était extrêmement touchant. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour ces personnes-là, parce qu'elles ont vraiment pas de filtre. Elles sont très nature et c'est vraiment très touchant. Voilà. C'est rafraîchissant à voir dans une société où effectivement on est peut-être des fois un peu Oui, trop policé, quoi. Comme on oui, le tout disait. à fait. Ouais. Hortense, tu voulais nous partager quelque chose aussi ? Oh là là, alors j'ai plusieurs petites choses. Plein de choses. Plein de choses. Alors je suis très fan des coïncidences heureuses dans la rue. Et là, il y avait donc une bouche d'égout sur le chemin pour rentrer chez moi. Et il y avait les roues d'un tracteur de jeu de construction. Et donc j'ai une autre émission au Prune qui s'appelle Trix. Et j'avais l'impression en fait juste que les deux roues faisaient du hors-piste. Donc je me suis sentie représentée par cette construction urbaine. D'accord. Et j'ai trouvé ça très drôle, je voulais les partager. Et en deuxième chose heureuse, alors ça date un peu d'un voyage que j'ai fait il y a 3 semaines. Donc, je vais vous faire l'historique très court. Quand les témoins de Jéhovah ou d'autres sectes viennent dans la rue pour me poser des questions, en général, ça commence par « qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie ?» Et ma technique pour répondre, c'est les jointures de porte. Ainsi donc, en face, nous avons quelqu'un de déstabilisé. Et moi-même, j'ai développé une passion pour les jointures de porte, les pas de vis, tout ce qui fait le lien entre des objets. Et j'ai croisé en Suisse une jointure de porte métallique, chromée, la porte blindée. Il s'est passé un truc en moi de très puissant. J'ai pensé tout de suite à ça quand tu m'as présenté la rubrique Truc de fou. Oui. Pour moi, c'était un moment de passion intense. Est-ce qu'il y a des organisations, des clubs peut-être à rejoindre pour les jointureurs ou comment on pourrait vous appeler d'ailleurs ? En fait, je sais pas trop, mais ça pourrait être un rendez-vous dans la quincaillerie de ton quartier. Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai un papy qui était électricien et le garage était son atelier. Il y a des tiroirs dans tous les sens. Tu mets ta main dedans, ça fait schlick ASMR de vis. Donc voilà, sans doute une quincaillerie où les mardis soirs on pourra se rencontrer, oui. Il y a peut-être un concept à faire, une chaîne YouTube d'ASMR comme ça, les mains dans les écrous, on Si sait ça pas. n'existe pas déjà, car Mais il faut Internet que ça- est riche. Il faut que ça existe, il faut que ça existe. Bon, bah merci Hortense. Je vous en prie. Et moi, j'avais envie de parler très rapidement, voilà, pour celles et ceux pareil, qui connaissent un peu l'émission, ils savent que moi j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup Rostand, qui est un de mes Edmond Rostand, qui est un de mes auteurs préférés, donc le Cyrano évidemment. Cyrano est une œuvre merveilleuse, mais le problème entre guillemets, c'est qu'elle a éclipsé d'autres œuvres de Rostand qui sont pourtant tout aussi merveilleuses. Et il y en a une qui est une pièce de théâtre en vers qui s'appelle Chanteclair. Ça se passe dans une basse-cour et en fait vous avez la métaphore du coq et du poète, puisque le coq pense que son chant fait se lever le soleil chaque jour. Et il y a une poule qui va peut-être lui expliquer qu'en fait c'est pas très très vrai, et il va être un peu triste, voilà. La pièce est très belle, les vers sont magnifiques. Rostand était un amoureux de la nature, de la vie, de la lumière, de tellement de choses.
Donc je vous recommande cette œuvre riche et foisonnante. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a un coup de cœur qu'il a envie de partager ou on enchaîne avec... Alors moi, c'est pas tout à fait un coup de cœur, ce serait plutôt un avertissement à toute personne qui irait dans un restaurant italien et qui, voilà, par amour pour la sauge, aurait très envie de manger de la sauge dans ses pâtes avec de la sauce tomate. J'ai malheureusement eu une expérience très très désagréable avec la sauge dans un restaurant dernièrement. J'en ai mangé parce qu'il y en avait plein, justement, mon plat de spaghettis, en pensant que c'était tout à fait inoffensif. Et il s'est avéré que ça m'a rendue très malade. Et je me suis renseignée sur Internet par la suite. La sauge contient des flavonoïdes. Et donc ce sont comment dire, c'est quelque chose qui s'apparente presque à une drogue, donc qui va vous rendre complètement gaga toute la journée qui suit, avec des étourdissements et puis des maux de ventre assez importants. Donc voilà, petite C'est alerte. plutôt un truc pas fou du coup. Non, Plutôt qu'un c'est pas truc de fou. foufou. Voilà. Attention à la sauge, les amis. Attention à la C'est dangereux. sauge. Voilà. Donc ça peut avoir des vertus relaxantes, hein, bien sûr, quand on les fait sécher. À petite puis, dose. Voilà, tout à fait. Mais à ingérer, c'est vraiment risqué. Bon, donc la sauge avec modération. C'est toujours sur Prune, il est 13h57 et c'est l'heure de la chronique de Brian. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde. Direction le Guatemala pour une cérémonie très particulière. Ce récit est celui d'une amie qui a participé à ce rite, la cérémonie du cacao. Mais qu'est-ce que c'est ? Le cacao, considéré par les Mayas comme la nourriture des dieux, est utilisé par les tribus indigènes d'Amérique centrale depuis des millénaires dans le cadre de cérémonies chamaniques, à la fois sacrées et thérapeutiques, pour explorer son être intérieur et intégrer l'unité à tout ce qui est. Ceci est permis avec les actions conjuguées du cacao. Lorsqu'on en ingère, les neurotransmetteurs responsables de l'humeur, de la perception, de la douleur, de la joie et du bien-être s'activent. Il y a une augmentation d'hormones, endorphines, sérotonine et dopamine, ainsi que le flux sanguin vers le cœur, la peau et le cerveau. Ainsi, la conscience est plus en éveil, la concentration accrue et les sensations intensifiées. En favorisant l'intuition, l'inspiration créative et la concentration, le cacao est donc d'un grand soutien dans l'exploration des mondes intérieurs et dans les pratiques personnelles et expressives telles que la méditation, le travail de respiration, le yoga, la musique et le chant. Voilà 3 jours que je me prépare, mon corps, à un événement bien particulier, la cérémonie du cacao sacré. Pour cela, pas d'alcool, pas de tabac, de viande ou de café depuis plusieurs jours. En somme, rien qui ne puisse altérer mon comportement. La cérémonie que j'effectue ce matin de septembre au Guatemala est menée par Ana et Sébastien, une fratrie maya qui exerce toujours des pratiques religieuses malgré l'oppression du gouvernement. Elle se déroule pour la moitié en Tzutzúil, langue maya, et en castillan pour l'autre moitié. Tout de suite, il nous explique que le cacao n'agira que si notre cœur et notre esprit sont prêts à l'accueillir. Anna nous explique que nous avons tous un enfant en nous qui a été blessé, qui a subi des dommages et qui aujourd'hui, nous allons prendre soin de lui en le laissant aller, en s'aimant, en se libérant. Si vous avez envie de rire, vous pouvez rire. Si vous avez envie de crier, vous pouvez crier. Si vous avez envie de pleurer, vous pouvez pleurer. Nous buvons la solution, puis nous laissons guider par sa voix. Tout au long de la cérémonie, nous nous laissons porter par la voix d'Anna, puis par le djembé de Sébastien. Par leur chant, puis par le toucher d'Anna. J'ai l'impression de revenir à l'état d'enfant lorsqu'elle me verse l'eau sur la tête, qu'elle me presse le thorax et qu'elle m'allonge. Elle a comme une aura maternelle. Lorsque la cérémonie prend fin et que nous rouvrons les yeux, nous sommes tous en état second. Anna nous demande de nous faire un câlin à nous-mêmes, puis entre nous. Là, c'en est trop. Aucun de nous n'arrive à s'arrêter de pleurer. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Je crois que nous prenons jamais le temps de nous écouter, de nous pardonner et de nous aimer.
Nous ne nous laissons jamais aller comme cela, et cette cérémonie a servi à faire une grande introspection de nous-mêmes, et je crois que nous avons tous réalisé des choses. Une chose est sûre, je me sens détendu et serein. Je suis très content d'avoir appris, durant 3 heures seulement, à passer du temps avec moi-même. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve d'ici un mois pour la suite de notre petit tour du monde, et d'ici là, écoutez-vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission aujourd'hui. Merci à nouveau, Saïf, d'être venu nous rendre visite. Merci encore à vous de m'avoir invité. Et moi, je vous donne rendez-vous le 5 mars pour la 5e édition de Coup de Foudre. Vous pourrez aussi retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, www.prune.net, ainsi que sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et sur ma chaîne YouTube Georges en Poésie. Portez-vous bien, attrapez la foudre et à dans un mois.